Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon. Et je dois envoyer un message à tous les amis que nous avons dans le monde pour leur dire de faire du bruit. De faire du bruit. Car les gens ici m'ont arrêté. Moi et ma famille. Mon fils est quelque part. Mon fils est quelque part. Ma femme est ailleurs et je suis à la résidence en ce moment. Je suis à la résidence et rien ne se passe. Rien ne se passe. Je ne sais même pas ce qu'il se passe. Alors je vous appelle à faire du bruit. À faire du bruit. Faites vraiment du bruit. Colonel Pierre de Jonck, l'homme qui avait décidé de couper toute communication après ces élections, couper Internet, qui se sert justement d'Internet pour appeler au secours un homme seul, un homme qui se demande où sont les siens et sa famille. Votre réaction ? La première, je constate qu'il parle anglais, alors qu'on est en pleine zone francophone, parce que vous savez que le Gabon a rejoint le Commonwealth il y a quelques mois, voire quelques années. Donc il était déjà lui-même dans un modèle dans lequel, si vous voulez, il faisait la part des choses. L'homme est très seul. Encore une fois, il appartient évidemment à l'ethnie Fang qui est majoritaire, mais il est très seul parce que ce pouvoir que je connais relativement bien, c'est un pouvoir qui est usé jusqu'à la corde. Et je pense qu'il sera malheureusement pour lui assez peu soutenu par les autorités, je dirais, européenne d'une façon générale, qui aspirait de toute façon à un changement de pouvoir. Donc il va se retrouver bien seul. Alors, encore une fois, le système va fonctionner, mais la France est mal placée. Pourquoi ? Parce qu'on a une situation qui est assez proche de ce qui se passe au Niger. Donc on a pris des positions au Niger et on aura du mal, si vous voulez, aujourd'hui, à mettre en place des canaux de communication avec les putschistes dès lors qu'on ne le fait pas au Niger. Donc si vous voulez, on est un peu bloqué par les décisions qui ont été prises antérieurement et qui vont nous marginaliser malheureusement et laisser la place probablement à d'autres acteurs, je dirais américains, chinois ou même russes qui sont extrêmement présents depuis quelques années. Colonel Pierre de Jonck, vous qui connaissez bien l'Afrique, on a pu parler à un moment donné de sentiments anti-français dans d'autres régions. Là, c'est pas le cas, on est bien d'accord, il n'y a pas de sentiment anti-français au Gabon ? Alors, c'est moins prononcé qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de Français localement et les relations avec les populations gabonaises, elles sont plutôt bonnes. Mais vous savez, l'Afrique est travaillée au corps par toute une série de discours, je dirais, anti-français. Et vous voyez, le fait que le Gabon ait rejoint le Commonwealth, c'est un signe, si vous voulez. Il parle anglais, vous l'entendez bien, il est en train de parler anglais. Donc, c'est un signe qui est caractéristique. Donc, encore une fois, c'est vrai, il y avait une distanciation du pouvoir gabonais avec la France, mais qui est liée au fait que les Gabonais, en tout cas Ali Bongo, avait perçu que la France, si vous voulez, le marginalisait un petit peu. On était plutôt sur un modèle où il n'était pas toujours très très bien accueilli. On aurait souhaité que le pouvoir évolue quelque part. Et malheureusement, ce pouvoir s'est ancré, s'est incrusté quelque part au Gabon. Il y a eu un refus du changement et la famille Bongo est au pouvoir depuis 50 ans, ce qui est énorme. Donc il y a une vraie lassitude du peuple gabonais et qui malheureusement est resté globalement assez pauvre malgré les richesses que vous évoquiez dans le pétrole, le manganèse principalement. Donc encore une fois, on est vraiment, moi j'ai le sentiment qu'au Gabon là, on est vraiment dans une période de cruciale, une période de bascule et le Gabon de demain ne sera pas celui d'aujourd'hui, c'est évident. Donc on se dit là, on voit mal comment il peut revenir au pouvoir. Non, mais ce putsch marque la fin de l'ère Bongo. Plus d'un demi-siècle au pouvoir, les Bongo père et fils, une ethnie qui viennent d'une ethnie minoritaire, qui dominait donc le pays, la vie politique, accusée par beaucoup d'avoir fait main basse sur une grande partie des richesses du pays. Donc aujourd'hui, ils sont en effet en résidence surveillée. On a eu toute la liste d'ailleurs des personnes qui ont été arrêtées par la junte à l'aube. Il y a en effet la famille, parce qu'il faut bien voir que les Bongos, c'était pas juste le père et le fils, c'est-à-dire que c'est un clan avec les cousins, les frères et sœurs. Et là, il y a aussi son directeur de cabinet, ses principaux conseillers. Tout le monde maintenant est en effet en résidence surveillée, voire emprisonné pour certains. Donc c'est vraiment c'est la fin d'une période. Après il va falloir voir en effet le nouvel homme fort du régime, qui est quand même un homme, comme le disait le colonel. Issu du sérail, comme on dit. C'est un homme du sérail. C'est un homme qui, lui aussi, manifestement, a un compte en banque aussi qui s'est enrichi lui aussi. Vous le disiez tout à l'heure en antenne, un compte en banque, mais aussi un contentieux avec la famille Bongo. C'est un déçu, on n'est jamais aussi bien trahi que par les siens. C'est-à-dire il faut se rendre compte... Il n'a pas assez mangé, lui. Il était celui qui était censé protéger
le président Ali Bongo, et c'est lui qui manifestement orchestre et prépare prépare ce putsch, parce qu'il faut bien voir que l'annonce des résultats de l'élection tombe au milieu de la nuit. 18 minutes plus tard, on voit apparaître les putschistes à la télévision, avec en effet le chef de la garde prétorienne, qui est aujourd'hui donc celui qui va manifestement prendre les commandes, mais qui est aussi aux côtés d'autres forces militaires, de la gendarmerie également. Donc tout ça a été manifestement extrêmement bien concerté. On va partir tout de suite à Libreville. Regardez ce que nous dit cette correspondante. Elle est dans les rues de Libreville, elle s'appelle Sophie Eyégué, et elle nous dit que pour l'instant, les rues sont calmes à Libreville. Les rues sont extrêmement calmes ici à Libreville. Dans le quartier dans lequel je me trouve, les militaires ont bloqué les accès. Nous sommes proches de l'ambassade de France. La plupart de la population est cloîtrée chez elle depuis hier soir, à l'exception de quelques Gabonais descendus dans la rue pour célébrer le putsch, comme ils disent. Ils clament qu'ils sont heureux, que les militaires les ont libérés de la dictature. Ils applaudissent d'ailleurs les voitures à leur passage. Les nouvelles du pays arrivent au fur et à mesure que la connexion Internet se rétablit. Elle avait été coupée pendant 4 jours à la suite du scrutin. Pour rappel, après l'annonce des résultats, vers 4h30 ce matin, les militaires se sont exprimés à la télévision locale depuis le palais présidentiel. Des coups de feu ont été entendus aux aurores, mais nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet à l'heure qu'il est. Le président a été placé sous résidence sécurisée dans la commune dans laquelle il réside, au nord de Libreville. La circulation a été fermée et ses proches ont été arrêtés. Grand merci à Sophie Eyégué, que l'on retrouvera bien évidemment dans ce 12-15. Les communications sont très compliquées. La junte a annoncé que l'ensemble des frontières étaient fermées. Pierre Jacquemot, merci d'être avec nous. Les putschistes tout à l'heure, et Magali le rappelait, ont dit que la famille Bongo, le clan Bongo, avait été arrêté et qu'il serait jugé pour haute trahison contre le régime. Est-ce que ça veut dire que cette junte militaire est au pouvoir pour longtemps, que la physionomie politique du pays a changé? Écoutez, on constate qu'on est au 5e coup d'État en Afrique depuis 2020. Après donc le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Niger le mois dernier, et aujourd'hui le Gabon. Donc c'est probablement la marque de la fin d'une période commencée en 1990 avec les conférences nationales, l'ouverture au multipartisme, le fameux discours de la Baule de François Mitterrand appelant les pays africains à établir des institutions démocratiques. Je crois que cette période de 30 ans est en train de s'achever et rien on peut penser que d'autres processus de coup d'État s'organiseront très très prochainement ailleurs. C'est aussi la mort d'une illusion, l'illusion fondamentale portée par les Occidentaux consistant à dire que les élections ipso facto, par le fait même de l'élection, amenaient de la démocratie. Or, ça s'avère dans le cas africain, et en tout cas ce qui nous intéresse, complètement erroné, puisque les élections n'amènent pas de la démocratie, n'amènent pas plus de liberté d'expression, d'indépendance de la justice, de redevabilité des élus ou d'amélioration des services essentiels pour les populations, que ce soit l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé, etc. Donc, c'est aussi la mort d'une illusion portée par les Occidentaux, et y compris par les Français, quand notre chef de l'État, le président Macron, dit qu'il n'y a pas de double standard en matière de démocratie, on peut rétorquer qu'en fait, la démocratie en Afrique obéit à d'autres principes et probablement est mieux incarnée par les institutions de la société civile qui commencent à émerger dans un certain nombre de capitales africaines, mais qui produisent une autre forme de démocratie que celle de l'élection. Donc voilà ce que nous inspire, ce que m'inspire en tout cas, ce qui se passe actuellement au Gabon, après ce qui s'est passé depuis maintenant 3 ans dans un certain nombre de pays africains. Restez bien avec nous, Pierre Jacquemot. La France qui se dit justement intéressée par ce qui se passe. Elle suit la situation de plus près, c'est ce que disait Elisabeth Borne ce matin. Et Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, réagit. Condamnation, mais on va le voir avec vous, Magali. Condamnation avec peut-être une explication un peu qui reste encore à voir, un peu ambiguë. Écoutons Olivier Véran.
D'abord, la France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place et réaffirme son souhait que le résultat de l'élection, lorsqu'il sera connu, puisse être respecté. Donc nous surveillons cela avec attention. Pour le reste, je vous renvoie évidemment au Quai d'Orsay et à la ministre Catherine Colonna pour avoir plus d'informations. Magali, c'était étrange le résultat quand il sera connu. Les résultats officiels sont tombés ce matin, on pourrait se dire ça. Officiellement, c'est tombé à 6h. Oui, on voit bien la grande prudence d'Olivier Véran. Bon, évidemment que la France condamne le putsch, elle ne peut pas faire autrement, mais en même temps, on voit la réserve qu'elle met sur les résultats de l'élection lorsqu'ils seront connus. Rappelons que ce putsch a eu lieu justement après l'annonce officielle de la victoire d'Ali Bongo avec 64% des voix. L'opposition, elle, clame sa propre victoire. On a eu ce matin le chef de l'opposition, celui qui s'est présenté donc contre Ali Bongo, qui dit être le véritable vainqueur de cette élection, qui aujourd'hui est à Libreville. Et en fait, évidemment, espérerait que les militaires qui viennent de prendre le pouvoir organise rapidement au moins un recomptage des voix. Bon, manifestement, c'est peut-être ce que veut dire Olivier Véran d'ailleurs. Voilà. C'est peut-être. Est-ce que les militaires vont pas nous donner les vrais chiffres et que le candidat de l'opposition qui lui disait dès hier soir qu'il était élu avec le même rapport de voix, d'ailleurs 64, 34 ou 35, puisse prendre le pouvoir. Après, là, il ne faut pas se bercer d'illusions. A priori, les putschistes ont le pouvoir, ils vont le garder un certain temps. Vous savez l'expression consacrée, Magali, le temps d'organiser la transition. Démocratique. Souvent. On parle déjà d'une transition de 2 ans. De 2 ans murmure déjà. Ce serait rapide. Justement, parlons d'avenir. Jean-Marc Gravellini, vous le voyez comment, cet avenir? Je rappelle à nos téléspectateurs que ces images que vous voyez sur ces images nous sont parvenues il y a 1h et demie, qu'il s'agit du patron de la junte, du responsable du coup d'État qui a été soulevé, porté en triomphe par ces hommes, les bérets verts, les hommes de la garde présidentielle. L'avenir du pays. L'avenir, bon, c'est difficile à ce stade, mais je pense on peut pas se réjouir aujourd'hui ou se satisfaire de cette évolution. Je crois qu'il faut vraiment fondamentalement s'en inquiéter. Toute la matinée, on l'a vu, il y avait beaucoup de choses à dire, à redire sur ce régime, 55 ans de dynastie, un code électoral modifié à la va-vite qui n'était pas forcément très, très, très transparent. Une vie politique captée par une famille. Bon, voilà, c'est clair, il y a des choses à corriger. Maintenant, ce qui est affligeant aujourd'hui, c'est que finalement, et on le voit à travers cette répétition de coups d'État, récemment au Niger et aujourd'hui au Gabon, c'est quand la solution passe par l'armée et par des hauts gradés qui sont aujourd'hui, disons, tout à fait insérés dans le dispositif, qui ont participé à ces régimes, qui ont été fortement impliqués, qui en ont tiré des avantages, vous l'évoquiez tout à l'heure, et qui vont rapidement. La solution, c'était effectivement très vite, pour montrer la bonne volonté des militaires, c'était un recomptage, l'annonce de nouvelles élections rapides. Là, manifestement, une fois de plus, on peut prendre le pari, il y a une confiscation du pouvoir par les militaires, et ça, c'est pas une bonne chose, je pense, pour répondre à votre question sur le long terme. Je crois qu'il faut surtout pas penser que les militaires vont apporter une solution pour avoir une démocratie qui fonctionnerait mieux en Afrique. C'est une illusion, je ne crois absolument pas à cela. Je pense qu'il faut avant tout regretter ces évolutions, et s'il y a des choses à corriger sur cette démocratie représentative, il faut le faire évidemment avec les acteurs politiques, la société civile, mais surtout ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et imaginer que la solution passera par une prise de pouvoir par l'armée. Si on prend un peu de recul, c'est une catastrophe aujourd'hui au Mali. On pourra l'évoquer dans d'autres circonstances. Et la catastrophe se prépare également, elle est déjà là au Burkina, et elle se préparera certainement aussi au Niger, avec des tensions ethniques, etc. Certains parlent même du Tchad aussi, un peu un État balancier. Alors, le Tchad est un État effectivement très, très important, et qui connaît aussi des difficultés, mais c'est évident qu'il y a un risque de déstabilisation, de contagion, d'effet domino, et qui s'accélère aujourd'hui. Et encore une fois, on ne peut pas s'en réjouir et considérer qu'on va dans le bon sens. On va
vers une situation, disons, assez dramatique, puisque en plus ces situations de déstabilisation générale, c'est un terreau extrêmement favorable pour une confrontation entre des blocs, entre ceux qui défendent la démocratie, qui a quand même fait ses preuves, y compris d'ailleurs dans certains pays africains, et puis une volonté d'introduire des régimes plus autoritaires, là inspirés évidemment par ce que l'on voit aujourd'hui en Russie, et évidemment dans une certaine mesure aussi en Chine, qui elle... On s'interrogera d'ailleurs dans quelques instants, est-ce qu'il n'y aurait pas quelques puissances derrière cette multiplication des coups d'État, des coups de force et des putschs ?